Donc bonjour à tous, on va continuer le cours sur les torseurs cinématiques en s'intéressant plus particulièrement aux torseurs cinématiques de liaison. Alors l'idée c'est qu'on a modélisé dans un premier temps en séquence 4 le contact entre deux pièces par un modèle de liaison, avec toutes les hypothèses qui allaient bien. Je vous renvoie au cours de la séquence 4. À partir de là, on a mis en évidence le fait qu'une liaison allait supprimer des degrés de liberté. C'est-à-dire que, par défaut, entre deux solides, lorsqu'ils ne sont pas en contact, on a 6 degrés de liberté possibles, 3 translations et 3 rotations. Et dès qu'on va avoir du contact entre ces solides, en fonction du type de contact et de sa nature, on va pouvoir donc réduire ce nombre de degrés de liberté. Et à partir de là, on a pu mettre en place une douzaine à peu près de liaisons, et vous avez dû apprendre le petit tableau de tous les schémas normalisés, etc. en séquence 4. Alors maintenant, on va voir qu'à ce modèle, on va dire graphique du schéma de la liaison, on va pouvoir associer un modèle un peu plus mathématique avec l'outil torseur. L'idée, c'est qu'on va essayer de caractériser cinématiquement ce qui se passe entre deux solides, par exemple S1 et S0, à l'aide d'un torseur qui va modéliser le comportement cinématique de la liaison. En d'autres termes, quels sont les mouvements autorisés par la liaison. Alors, on a déjà fait un exemple dans le dernier cours. On avait parlé de la glissière, on avait parlé aussi de la pivot. Donc là, on va s'en faire un autre qui est dans votre poly, c'est la pivot glissant. Donc là, j'ai deux solides S1 et S0 qui sont reliés donc par une pivot glissant d'axe OX. Donc juste en termes de notation, on va dire que par exemple cette pièce-là, c'est S0. Et cette pièce-là, c'est S1. Ok. Donc, on va réfléchir en termes de degré de liberté. Dans la première étape, pour ne pas se planter, c'est de penser en termes de degré de liberté. Si j'ai une pivot glissant entre S1 et S0, d'axe OX0, quels sont les degrés de liberté possibles pour cette pivot? Donc, on a la translation dans la direction X, et on va avoir la rotation autour de l'axe OX. Au passage, là c'est juste le tableau de degré de liberté qu'il fallait connaître en séquence 4. Et si vous regardez, donc là si vous mémorisez le torseur cinématique qu'on est en train de redémontrer ici, si vous le mémorisez un petit peu, normalement ça devrait vous faire penser à quelque chose. Ça devrait vous faire penser en séquence 4, en séquence 4 à notre tableau de degré de liberté. Voilà, donc typiquement, ça ressemble quand même beaucoup au tableau de degré de liberté. Où je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'avais insisté sur le fait que la rotation était à gauche et la translation était à droite. En fait, sans le dire, on avait quasiment écrit déjà des torseurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'associé à ce tableau de degré de liberté, on va lui associer un torseur cinématique. Donc ça veut dire qu'on va dire, là en l'occurrence, que le mouvement donc de 2 par rapport à 1, si je reprends une notation du schéma cinématique, ça va être égal à donc du P00, PQR, U00. Ça, c'est si je raisonne donc, sur un point a priori de l'axe, on va en rediscuter, et dans la base, donc x, y, z. Ici, j'ai qu'une base. J'ai pas beaucoup de place pour écrire. Mais c'est juste pour vous faire sentir du doigt qu'en fait, les torseurs cinématiques qu'on va écrire vont beaucoup ressembler au tableau de degré de liberté. Donc c'était la dernière colonne, ce que j'avais appelé mouvement possible, dans le cours de la séquence 4. Alors reprenons la séquence 6. Alors, par contre, on a vu qu'un torseur, il fallait préciser en quel point on allait pouvoir mettre ce torseur sous cette forme-là. Alors ce qui est sûr, c'est que pour le vecteur rotation, donc la colonne de gauche, là, ça dépend pas du point. Donc quel que soit le point où j'exprime mon torseur, a priori, j'aurai toujours la même chose. Par contre, pour le point qui est à droite, pour le vecteur qui est à droite, qui représente, donc je vous le rappelle, excusez-moi, je galère un peu. Donc le vecteur qui est à gauche, celui-là, c'est oméga de 1 par rapport à 0, et le vecteur qui est à droite, c'est vitesse du point P appartenant à 1 par rapport à 0. Et à chaque fois, donc, le tout est exprimé dans une base ici que j'ai appelée R, qui est une base, notamment la base qui contient le vecteur X. Donc, reprenons sur ce vecteur vitesse, donc la colonne de droite de mon torseur.
A priori, ma vitesse, elle va dépendre du point. Je pense que vous sentez que si, pour mon solide 1, je m'intéresse à un point qui est ici, quand ma pièce 1 va tourner autour de l'axe OX0, là, je vais avoir une vitesse qui va être orthoradiale. Donc, selon les points de l'espace, je n'aurai pas exactement la même forme du vecteur vitesse. Donc là, la question à se poser, c'est pour quel point de l'espace je peux écrire mon vecteur vitesse de ma pivot glissant d'axe OX comme étant simplement une composante suivant X et puis après deux composantes nulles suivant Y et Z. Donc là, imaginez que j'ai du Y comme ceci, par exemple, et Z vers le haut. Donc là, je vous donne le résultat, je vous dis que c'est pour l'ensemble des P qui appartiennent à l'axe OX, dit différemment, c'est-à-dire pour l'ensemble des points de l'axe de rotation de ma pivot glissant. Alors, est-ce qu'on peut démontrer quelque chose comme ça? Alors, c'est pas très compliqué à démontrer, on va le faire ensemble, sur l'exemple de la pivot glissant, pourquoi pas. Donc, je vais reprendre une autre petite feuille pour faire ça à côté. Ok. Donc, je refais un petit dessin pour fixer les idées. Imaginons donc que j'ai une pivot glissant. Attends, ça nous permet de revoir les schémas si vous les avez oubliés. Donc là, j'ai fait une pivot glissant entre une pièce que je vais appeler 0 et une pièce que j'appelle 1. Donc dans un premier temps, je vais prendre un point là qui est au milieu de ma liaison pivot glissant. Ok, je vais l'appeler le point... Allez, le point C pour changer. Et après, je vais prendre un point ailleurs, ici, voilà. Et ça va être mon point. Ce point-là, je vais l'appeler le point D. Ok. Alors déjà, dans un premier temps, on va écrire donc le torseur de la liaison pivot glissant au point C. Alors pour ce faire, il va falloir nous définir un repère. Donc je vous propose, on va faire comme dans le sujet, comme dans le poly, du X, du Y et du Z. Donc ça, c'est un repère dont les axes, alors l'origine ça va être C, et dont les axes sont construits de façon pas complètement aléatoire par rapport à ma pivot glissant. En particulier, j'ai mon axe X qui correspond à l'axe de mon vecteur X qui correspond à l'axe de ma pivot glissant. Donc c'est parti, on va essayer d'écrire le torseur cinématique. Donc torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Alors assez naturellement, on va commencer par l'exprimer au point, on va dire, qui est le centre de la liaison. Alors, vous ne me voyez pas, mais je mets des gros guillemets à la notion de centre de liaison, parce que je ne sais pas c'est quoi le centre d'une pivot glissant. Mais en gros, le point C, le point le plus naturel pour parler de cette liaison. Et je vais raisonner dans la base petit b. Donc la base petit b, c'est x, y, z pour la suite. Donc, on a dit que la liaison, donc je vous rappelle, le vecteur que je vais écrire à gauche, c'est oméga de 1 par rapport à 0, et le vecteur que je vais écrire à droite, ce sera, je le fais en colonne, ce sera la vitesse en c de 1 par rapport à 0. Ok. Donc, en termes de rotation possible par la pivot glissant, notre vecteur de rotation, il ne pourra être porté que par x, puisque c'est la seule rotation possible entre la pièce 1 et la pièce 2. Donc je vais avoir du P1, 0, par exemple, 0, 0. Et pour la vitesse, au niveau de mon point C, donc si je suppose que le point C il appartient au solide 1, et que je m'intéresse donc à la vitesse de C appartenant à 1 par rapport à 0, mon point C, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut, à la limite, il peut se translater dans la direction X. Mais c'est tout. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir, là encore, qu'une composante suivant X, donc quelque chose de la forme U1, 0, 0, 0. Donc ça, c'est au point C dans la base B. Encore une fois, vous pouvez le trouver directement, le torseur cinématique, à partir de votre tableau de degrés de liberté. On va avoir des composantes non nulles sur les degrés de liberté. Ok, maintenant on va réfléchir à la forme du torseur cinématique au point D. Alors pour ce faire, je vais commencer par définir le vecteur CD. Donc le vecteur CD, on va dire que c'est quelque chose de la forme petit x porté par x, plus petit y porté par y, plus petit z porté par z. Voilà, comme ça je prends vraiment un cas quelconque. Mon point D, il peut être en fait n'importe où. Alors, est-ce que je peux calculer facilement la vitesse en D dans le mouvement de 1 par rapport à 0 ? Oui, je peux le calculer, c'est assez facile, avec la formule de Varignon.
puisque je connais déjà l'expression de mon torseur en un point, je la connais déjà au point C. Donc je vais pouvoir dire que la vitesse en D appartenant à 1 par rapport à 0, c'est la vitesse en C appartenant à 1 par rapport à 0, plus le vecteur DC, vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à remplacer. Que vaut la vitesse en C? La vitesse en C, on a dit que c'était U10 portée par x. Ok. Plus DC qui vaut donc moins x, x, moins y, moins z, z. Produit vectoriel oméga de 1 par rapport à 0, c'est-à-dire P10, x. Ok, donc maintenant on va continuer le calcul jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir U10, x plus... Alors c'est parti, on va se faire tous les produits vectoriels. Tout d'abord, on a du x vectoriel x. Donc ça fait le vecteur nul, je vous rappelle. Ensuite, on va avoir, a priori, du moins y P10, y vectoriel x. Alors, y vectoriel x, ça fait moins z. Donc, avec le moins qui est devant, ça va devenir plus. Et on va avoir du yp10 porté par z. Et enfin, pour le dernier terme, on va avoir du moins zpdis, z vectoriel x. Et donc, z vectoriel x, ça fait y. Tout ça pour dire que maintenant, je vais pouvoir écrire mon nouveau torseur. Donc, je pourrais écrire au passage que le torseur cinématique, donc de, c'était quoi, 1 par rapport à 0, ça va être égal, maintenant, si j'exprime au point D, donc je vous rappelle que pour le vecteur taux de rotation, ça ne va absolument rien changer, donc je vais avoir du P10, 0, 0. Par contre, pour mon vecteur vitesse, ça va changer des choses. Alors, pour la composante en X, j'ai toujours U10. Mais maintenant, j'ai une composante en Y. Une composante en Y qui vaut moins Z, P10, et une composante en Z qui vaut Y, P10. Alors ça, c'est maintenant au point D, toujours dans la base B. Ok, donc petit rappel, je sais que... Je vais juste prendre ça, je vais le copier, coller, hop là. Voilà. Donc j'ai ces deux torseurs qui sont égaux, c'est juste que je ne les ai pas exprimés au même point, mais c'est le même torseur, on parle du même torseur. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était l'ensemble des points où on pouvait mettre le torseur de la liaison pivot-glissant sous sa forme, on va dire, la plus facile, la forme que vous connaissez à partir du tableau de degré de liberté. Ben là, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître dans l'expression du torseur cinématique en D, du Y et du Z, mais pas de X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans mon vecteur CD, j'ai du Y ou j'ai du Z, ben à ce moment-là, je vais avoir une composante supplémentaire qui va apparaître dans mon vecteur vitesse. Par contre, le X, je m'en fiche, puisque il n'apparaît pas du tout dans ces deux termes. Donc globalement, ce qu'on va pouvoir dire, c'est que la forme, c'est que le torseur cinématique de... Je vais écrire en noir. C'est que le torseur cinématique de 1 par rapport à 0, il sera de la forme P10, 0, 0, U10, 0, 0, pour en fait n'importe quel point M et B avec M qui appartient à l'axe CX. Donc pour tout point de l'axe de la pivot glissant, en fait j'aurai la même forme de torseur cinématique. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cet exemple de la pivot glissant? Premièrement, c'est que si vous l'écrivez en colonne, dans une base bien choisie par rapport à votre liaison, mais ça c'était comme pour la séquence 4, quand on parlait de degré de liberté, alors votre torseur cinématique écrit en colonne va correspondre au tableau de degré de liberté. Ça sera toujours vrai si vous l'exprimez, on va dire, sur un point, entre guillemets, et je remets des grosses guillemets, naturel pour la liaison, en gros le centre de la liaison, on va dire là où vous l'avez dessiné. Ça, ce sera toujours vrai. Et après, on peut réfléchir à pour quel ensemble de points cette forme de torseur va être inchangée. Alors pour ce faire, c'est pas très compliqué, on prend un autre point de l'espace et on va faire une formule de Varignon. On va obtenir un nouveau torseur et à partir de cette nouvelle forme de torseur, on va pouvoir voir à quelles conditions
on a bien la même forme. C'est-à-dire à quelles conditions je vais avoir des zéros ici et là. Donc pour avoir des zéros ici et là, il faut nécessairement que y et z soient nuls. C'est-à-dire, il faut que le vecteur CD soit en fait simplement porté par x. Ce qui revient à dire que mon point D, il est où? Mon point D, il va être quelque part sur l'axe de ma pivot glissant. Donc si mon point D est sur l'axe de la pivot glissant, j'aurai non seulement la même forme au passage de torseur cinématique, mais en plus j'aurai exactement le même torseur cinématique. Et du coup là, si vous reprenez le cours, c'est ce qu'on a écrit ici. On a dit que ça c'était la forme, donc là c'est la forme du torseur cinématique, et en bas j'ai précisé pour tout P appartenant à l'axe de rotation, donc l'axe en fait OX, si vous reprenez le dessin qui est à côté. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir apprendre pour les différentes liaisons? On va s'en démontrer une ou deux pour le plaisir. Premièrement, c'est le torseur cinématique. Où est-ce qu'il y a des zéros et où est-ce qu'il y a des valeurs? Alors ça, encore une fois, c'est pas très compliqué, parce que si vous avez déjà appris vos tableaux de degrés de liberté, ça va être la même chose. Donc on a déjà fait une bonne partie du boulot. Ça, c'est le premier point. Et après, ce qu'il va falloir apprendre, c'est ce pour tout m, ou pour tout m appartenant à l'axe AX, etc. En gros, à quelles conditions mon torseur cinématique, je peux le mettre sous cette forme-là. Si vous êtes malin, et je sais que vous êtes malin, vous pouvez faire le lien assez rapidement en fait avec les caractéristiques. Je m'explique. Pour l'encastrement, est-ce qu'on a une caractéristique? Non, là on n'a pas du tout de caractéristique. Donc ce sera pour tout m de l'espace. Pour une glissière, est-ce qu'on a une caractéristique? Oui, on a une direction. Mais pour la direction, on n'a pas d'information de point. Donc du coup, ce sera là encore pour tout point de l'espace. Encore une fois, une autre petite remarque. Je vous ai dit qu'une glissière, typiquement, on pouvait la représenter n'importe où dans l'espace pour un schéma cinématique. Ça, justement, c'est dû au fait que le torseur cinématique, on va pouvoir en fait l'exprimer en n'importe quel point de l'espace, il aura toujours exactement cette forme-là. Maintenant, si on parle d'une pivot d'axe AX, un axe AX, c'est quoi? C'est une droite. C'est la droite qui passe par le point A et qui a comme vecteur directeur le vecteur X. Du coup, ma forme classique du torseur cinématique, elle sera vraie où? Elle sera vraie pour tout point de l'axe. Donc hélicoïdal, pivot glissant, c'est pareil. Si on parle de la sphérique de centre A, donc la sphérique de centre A, on va avoir un torseur cinématique où on a en fait un oméga qui peut être quelconque, on aura les trois composants, et on aura un vecteur vitesse qui va être nul. Ça c'est vrai où ça? C'est vrai juste au centre de la sphérique. Donc encore une fois, si vous connaissez déjà vos caractéristiques, en fait vous connaissez votre cours. Alors je vous propose qu'on redémontre l'appui-plan, parce que l'appui-plan c'est un bon exemple. L'appui-plan est défini par sa normale au plan Z. Donc là, on ne parle pas spécialement d'un point. Et effectivement, on voit le résultat déjà, que le torseur cinématique, il va avoir cette forme-là pour tout point de l'espace. Alors, on va se redémontrer l'appui-plan, parce qu'il y a une petite subtilité dont on peut parler. Zut, j'ai fait une bêtise. Je vais faire comme ça. Ok. Donc, c'est parti. Appui-plan. Au passage, ça vous permet de remontrer comment on dessine une appui-plan. À peu près, on n'est pas des artistes. Enfin, certains plus que d'autres, dirons-nous. Donc là, j'ai mon solide 1. Là, j'ai mon solide 0. Ok. Alors, si je prends un point M, pareil, on va supposer pour l'instant que je prends un point M sur mon solide 1 au niveau de la liaison. Alors, il me faut que je définisse encore une fois un repère, donc je vais supposer que j'ai du X par ici, du Y par là, et du Z vers le haut. Donc, on va essayer d'écrire le torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Donc là, c'est pas le même exo que précédemment. Là, je trace un trait. Okay. De 1 par rapport à 0. Donc, je vous rappelle, ça va représenter l'ensemble des mouvements possibles au niveau de la liaison appui-plan, donc de normale Z. Alors, en termes de rotation, on peut tourner autour de quels axes, au pluriel? Autour d'un axe qui passe par n'importe quel point, donc en l'occurrence le point M, et la verticale. La verticale, c'est mon vecteur Z. Donc, je vais avoir comme vecteur taux de rotation qu'une rotation autour de l'axe Z, donc quelque chose de la forme 0, 0, R, 1, 0.
Je vais pas... ouais, R. Je vais pas mettre les 1, 0, on reparlera des notations après. Donc là, je suis en PQR pour les vecteurs taux de rotation et en UVW pour les vecteurs vitesse. Et donc au point M, ben, si je m'intéresse donc à la vitesse de M appartenant à 1 par rapport à 0, ben, ce vecteur vitesse peut avoir une composante suivant X et une composante suivant Y. Donc je vais avoir typiquement du UV0. Donc ça c'est au point M, encore une fois dans ma base B, X, Y, Z. Ok, maintenant on va raisonner comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre un nouveau point, un point que je vais appeler P, ok, et on va réfléchir à ce que vaut le torseur cinématique au point P. Donc, que vaut la... Alors pour la résultante, pour le vecteur oméga, ça ne va rien changer. Je vous rappelle que le vecteur oméga, il ne dépend pas du point. Par contre, pour le vecteur vitesse, ça peut changer des choses. Donc là encore, je vais supposer déjà que mon vecteur MP, il est de la forme x porté par x, plus y porté par y, plus z porté par z. Donc, que vaut ma vitesse en P? Ben là, je vais appliquer la formule de Varignon dans le torseur cinématique de 1 par rapport à 0. Donc, je vais dire que la vitesse en P appartenant à 1 par rapport à 0, c'est égal à la vitesse en M appartenant à 1 par rapport à 0, plus Pm vectoriel oméga de 1 par rapport à 0. Donc on remplace. Encore une fois, je suis passé par le point M parce qu'au niveau du point M, je le connais le vecteur vitesse. Je l'ai écrit précédemment. Donc la vitesse en M, qu'est-ce qu'elle vaut? Alors je le fais en ligne, je préfère par habitude. Elle vaut donc U porté par X plus V porté par Y. Donc plus PM, c'est-à-dire moins X porté par X, moins Y porté par Y, moins Z porté par Z. Produit vectoriel, donc oméga qui vaut R porté par Z. Alors c'est parti, on va mener à bien ce calcul. Donc je recopie le début. Ensuite, on a un premier terme donc qui va être a priori en moins XR. Moins XR, et après j'ai du X vectoriel Z. Alors X vectoriel Z, ça fait moins Y. Donc avec le moins qui est devant, ça me fera du plus sur Y. Après, donc j'ai a priori du moins YR, Y vectoriel Z. Y vectoriel Z, ça fait X. Et après, j'ai du moins ZR, Z vectoriel Z, mais Z vectoriel Z, c'est le vecteur nul. Donc là, je vois que je peux regrouper au passage et mettre ça sous la forme U plus... Donc, pardon, excusez-moi, je me suis trompé dans les signes. Ah, j'arrive pas à y passer. U moins Y fois R. Donc ça, c'est porté par X. Et sur Y, je vais avoir du plus V plus XR. Donc ça, c'est porté par Y. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon torseur cinématique de 1 par rapport à 0, je vous rappelle, on avait dit qu'au point M, c'était quelque chose de la forme 0, 0, R, UV 0. Donc ça, c'était au point M, dans la base B. Maintenant, si je raisonne au point que j'ai appelé P, je vais avoir du 0, 0, R. Encore une fois, mon vecteur taux de rotation, il ne dépend pas du point. Et pour mon vecteur vitesse, je vais avoir du U moins Y fois R, alors, YR, pardon, V plus XR. Encore une fois, tout ça c'est bien homogène puisque R c'est des radians par seconde et que X et Y c'est typiquement des mètres. Donc ça c'est au point P dans la base B. Là, petite remarque, donc là clairement ces deux torseurs ils ne sont pas égaux. J'ai le même vecteur taux de rotation mais j'ai pas le même vecteur vitesse. Mais par contre j'ai exactement la même forme de torseur. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où j'ai des zéros, j'ai des zéros au point P aussi. Donc quand dans le cours, je vous dis, séquence 6, par exemple pour l'appui plan, que le vecteur taux de rotation, il s'écrit comme ça ne veut pas dire qu'en tout point de l'espace, on aura en fait la même valeur de U21 et de V21. Mais ça veut dire qu'en tout point de l'espace, on aura en fait cette forme de torseur.
Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est en quel point de l'espace on a la même forme de torseur. Et après, selon les liaisons, soit on aura exactement le même torseur. Hein. Si vous reprenez ce qu'on a fait juste avant, c'était notamment le cas pour la pivot glissant. Là, on avait mis en évidence qu'on raisonne au point... Alors, c'était où la pivot glissant? C'était ici. Si on prend n'importe quel point en fait de l'axe, que ce soit le point C ou le point D, on avait en fait le même vecteur, vitesse, puisque si mon point D ici, il appartient à l'axe CX, ça veut dire que les termes que je surligne en orange, ils sont nuls. Et par conséquent, on avait rigoureusement le même vecteur vitesse et donc le même torseur cinématique. Là, c'est un cas en fait qui est hyper particulier. De façon générique, quand on vous dit l'ensemble des points de l'espace où on peut écrire le torseur, ça veut dire en fait l'ensemble des points de l'espace où le torseur aura cette forme-là, avec ces zéros placés ici sur le vecteur taux de rotation et sur le vecteur vitesse. Mais on ne vous dit pas que toutes les composantes U et V seront égales en tout point de l'espace. Là, on vient de démontrer typiquement que ce n'est pas vrai. Mais on a bien la bonne forme du torseur cinématique. Donc, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le vecteur au point M exprimé au point M et le vecteur exprimé au point P, ils ont la même forme, oui, c'est-à-dire qu'on a des zéros aux mêmes endroits, mais on n'a pas forcément la même expression du vecteur vitesse. Donc maintenant, ceci étant précisé, ce que je vais attendre de vous, c'est de connaître parfaitement ce tableau. Alors normalement, ça ne devrait pas être très compliqué, puisqu'on vient de voir qu'il y avait un lien direct entre votre tableau de degré de liberté que vous connaissez de la séquence 4 et la forme du torseur cinématique si vous l'écrivez en colonne. Du coup, petite remarque, où je vous invite sur votre poly à écrire à côté les vecteurs en colonne. Donc là, ça fait 0, 0, 0, 0, 0 au point M dans la base B. Ici, ça ferait 0, 0, 0, U21, 0, 0 au point M dans la base B. Voilà, comme ça, vous avez les deux. Vous mémorisez celui que vous voulez. Moi, personnellement, je préfère les mémoriser en colonne, mais les deux, vous pouvez mémoriser les deux, c'est pas un souci. Et si vous voulez vous entraîner avec Varignon, vous pouvez essayer de redémontrer justement pour quel ensemble de points, à chaque fois, la forme du torseur ne varie pas. Donc typiquement, vous pouvez essayer de le démontrer dans des cas un peu plus tordus, par exemple, la sphère cylindre. Voilà, la sphère cylindre est caractérisée par le centre de la sphère et la direction. Et du coup, vu qu'on a une information de point sur le centre de la sphère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre torseur cinématique, il aura la même forme en fait qu'au point A, qu'au centre de la sphère. Mais vous pouvez essayer de le démontrer, c'est un très bon exercice. Voilà ce que je voulais vous dire sur les torseurs de liaison. Donc c'est vraiment hyper important de les connaître parfaitement bien par cœur. Encore une fois, même, on va dire avant le confinement, un peu de temps avant le confinement, en colle en PSI, clairement, tout le monde ne les connaît pas encore bien, et autant vous dire que, je ne vais pas dire que la colle s'arrête là, mais pas loin. Voilà, c'est vraiment important de les connaître parfaitement bien et de ne pas les mélanger avec d'autres torseurs qu'on verra par la suite. Donc apprenez ça proprement maintenant, vous pouvez vous rajouter une petite colonne dans votre tableau sur les liaisons pour apprendre du coup les torseurs cinématiques associés. Donc on s'arrête là pour cette vidéo sur les torseurs cinématiques de liaison, et je vous dis à la prochaine.